Bonjour, bienvenue au Petit Show qui est devenu le Petit Show Show où c'est toujours introduit par des petits show très agressifs et je pose des questions très méchantes. Et mon premier cobaye ce mois-ci, c'est Dominique Piotet de Rebellion Lab. Bonjour Dominique Piotet, donc vous dirigez Rebellion Lab. Vous avez conseillé Tonichi de Zappos pour son magasin du futur et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un four. Je me suis planté, ce magasin on l'a pensé, rêvé, conçu, fait un super prototype qui est dans mon bureau pendant 18 mois. Et voilà, j'ai pas été entendu. En gros, ils ont ouvert un pop-up store là, en décembre, qui fait exactement le contraire de ce qu'on avait conçu ensemble. Alors le truc qui est toujours un peu surprenant, c'est quand tout le monde vous dit oui, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, et puis un jour vous vous réveillez mais c'est pas du tout ce qu'on s'était dit. Donc voilà, bon bah ça arrive. Hein. Alors pourquoi c'est pas du tout ce que vous vous étiez dit? On avait dit qu'on ferait petit, il est immense. On avait dit qu'on ferait sur le Strip, donc là où sont tous les casinos de Las Vegas. On a fait ça downtown Las Vegas, dans un hangar à côté. On va appeler ça d'un bar à cocktail où on va tard le soir pour rencontrer des jeunes femmes. Un bar à pute, ça s'appelle. Ouais. Bon, un bar à pute et on n'a pas écouté mon baratin, donc on est un peu furax. On avait dit que dans le magasin du futur, notamment quand on vend de la fringue, hein, ce que fait Zappos, on peut essayer les choses. On ne peut pas les emmener, il n'y a pas de stock, mais on peut les essayer. Et bien là, il n'y a que des chaussures taille 45. Donc si vous faites du 45, c'est cool, ça vous pouvez essayer. Si vous ne faites pas du 45, voilà, ça ne marche pas. Et puis on avait dit qu'on ferait surtout pas un kiosque sur lequel les gens viennent, enregistrent leur adresse, leur email, leur numéro de téléphone, leur carte, parce que ça, personne n'en veut en fait. Enfin, toutes les expériences utilisateurs montrent que voilà, le kiosque, vraiment, ça marche pas, ça fait chier tout le monde de bosser en fait. On va pas dans un magasin pour faire ce qu'on fait sur son ordinateur, on va dans un magasin pour faire autre chose. Eh ben, ils ont fait un kiosque. Et ils vous ont payé cher pour concevoir ce magasin? Pas assez cher, je trouve, du coup, hein, quand même. Franchement, si j'avais su, j'aurais demandé beaucoup plus, parce que, du coup, je m'arrête maintenant, parce que j'ai dit que j'en avais assez. Donc, en fait, je trouve qu'ils m'ont vraiment pas payé assez cher. Il y a quand même d'autres raisons, d'après ce que j'ai compris. C'est que, par exemple, le kiosque, c'est une société dans laquelle Tony a investi. Ouais. Le quartier, c'est le downtown Las Vegas, où il a construit son nouveau quartier. Ouais. Donc, c'est finalement la logique des intérêts personnels de Tonichi qui a, en fait, surpassé, on dit bien Tonichi. On dit Tony Chier. Et d'ailleurs, en ce moment, je trouve que ça le mérite de plus en plus. Mais ouais, on dit Tony Chier. Alors, on va revenir à votre projet à vous, au magasin du futur tel que vous l'aviez rêvé. Il ressemblait à quoi? Mon magasin du futur, il ressemble à quelque chose qui est entièrement tourné sur l'expérience d'un client qui a un téléphone mobile avec lui et qui veut rentrer dans une expérience d'achat qui est une expérience exceptionnelle, nouvelle, dans laquelle on n'est pas forcé d'avoir le produit en magasin, mais on peut très bien avoir commencé à naviguer en ligne, rentrer dans le magasin, acheter le produit dont on a envie, se le faire livrer dans un temps record. C'est vraiment comment je marie le meilleur du e-commerce avec un choix infini et le meilleur de l'expérience du retail avec un choix qui est nécessairement fini, petit, voire même très, très affiné, mais dans lequel je peux toucher le produit, je peux le tester, je peux l'expérimenter, je peux choisir la taille, je peux avoir des conseils, un accompagnement personnalisé, tout en ayant quand même cette très longue traîne disponible sur l'Internet et facile. Voilà. Le truc, c'est que ça doit être facile, ça doit être un truc un peu magique. L'Internet, c'est magique, j'ai toujours trouvé que c'était magique. Aller dans les boutiques, c'est magique. Eh ben, si on peut combiner les deux, c'est ça mon rêve. Good boy. Oh, such a good boy.
Alors du coup, vous avez des clients comme Kering, vous allez recycler le magasin du futur pour eux? mort. Il m'a pas payé assez cher, justement, comme on le disait, pour que je ne recycle pas. Bah ouais, c'est vraiment une réflexion qu'on a depuis vraiment plusieurs années maintenant, de se dire, c'est quoi l'expérience client de demain dans le luxe? Parce que 100% des acheteurs de Kering, ou de Chanel, ou de etc., ont un smartphone. Donc, et c'est des gens qui voyagent, et c'est des gens qui attendent une qualité de service exceptionnelle, tout le temps, en permanence. Donc, bien sûr, on va recycler. Ce qui est super étrange, et moi, ma leçon de tout ça, c'est de dire, je pensais que les gens qui ont des magasins physiques étaient très en retard. Et je pensais que les gens qui font du e-commerce étaient très en avance. Et en fait, je me rends compte que tout le monde est en retard. Tout le monde est bon sur ce qu'il sait faire et personne n'est bon sur je fais un e-commerçant, je comprends le monde physique, ou je suis un retailer et je comprends le monde du e-commerce. Et je pense que les acteurs qui vont émerger, des Bonobos, des Warby Parker aux États-Unis, sont des gens qui arrivent à combiner les deux. Et quand je regarde la France, je me dis que des gens comme la Fnac, par exemple, qui ont commencé à faire du e-commerce très très tôt, qui sont aussi des clients, by the way, salut la Fnac, pourraient être des gens qui s'y comprennent bien l'interférence de ces deux mondes, pourraient s'en sortir alors qu'ils sont quand même super challengés. Hein. C'est pas des business faciles. Dans les magasins que vous avez visités récemment aux États-Unis, donc vous parliez de Bonobos ou de Warby Parker. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont scotché par un aspect? Moi, les Best Buy me scotchent pas mal. Un des trucs qui me scotche, c'est la façon dont un Google envahit Best Buy. Donc Google, avec Chrome et avec un certain nombre de produits, s'installe dans un Best Buy, ouvre un stand et propose ses téléphones quand ils en avaient, ses tablettes, etc. Et j'aime bien quand justement cette collision se passe dans le magasin. J'étais fasciné, je suis toujours fasciné d'ailleurs par la façon dont Best Buy, encore lui, répond sur Twitter. Ils ont monté un truc qui s'appelle la 12 Force, et vous êtes dans le magasin, vous posez une question, on vous répond. Donc ça, pour moi, ça c'est des trucs qui me fascinent. Je pense que dans le Home Depot, le magasin de bricolage, le Leroy Merlin local aux États-Unis, est en train de lancer des applications de géolocalisation en magasin. Ce qui est compliqué, hein, parce que le satellite il passe pas dans le magasin, mais pour vous aider à vous y retrouver entre les vis, les machins, les trucs. C'est des magasins plutôt grand public, plutôt à faible marge. Donc on n'est pas dans le luxe, hein, on fait vraiment pas beaucoup de marge, qui du coup sont presque forcés d'innover, et le digital c'est génial pour eux pour innover. Et donc ce magasin qui est dans le downtown Las Vegas, où ça en est, la cité idéale de Tony Hsieh? Alors la cité idéale de Tony Hsieh, elle va plutôt pas bien, elle va même plutôt mal. Il faut se souvenir que moi je suis quand même allé m'installer à Las Vegas fasciné par ce projet. Et bon, c'est un peu une claque. Alors c'est un peu une claque liée à la personnalité de Tony, hein, qui a une façon très clanique, très en bande de faire les choses, avec un leadership qui est t'es mon pote, on va boire des coups jusqu'à la fin de la nuit. Alors tous les soirs c'est un peu fatigant, et quelques autres substances qui vous font voir la vie d'un meilleur œil, potentiellement ou pas. Donc ce côté-là fait que je dirais qu'il y a des morts, et en fait malheureusement il y a eu des morts au sens physique. On note 3 suicides dans le projet, donc voilà. Le management de la bande de copains, en fait, ça a vraiment ses limites quand on a 1 milliard à investir et quand on veut créer une ville. Donc je crois que Mais du coup, il ne manage plus le projet, il n'est plus à la tête. Alors du coup, il ne manage plus. Ses avocats lui ont dit tu prends du recul et tu fais attention. Et du coup, c'est ses avocats qui ont repris le leadership du projet. C'est quand même son argent. Enfin, je veux dire, à la fin, c'est quand même son fric. En fait, je pense que Tony avait une vision un peu naïve, issue d'une vision naïve qui est la vision de la Silicon Valley, qui est de dire mais c'est easy de faire changer le monde, on est tous Steve Jobs et on va y arriver. Et je crois qu'il est en train de se rendre compte qu'il n'est pas Steve Jobs. Mais même Steve Jobs n'a jamais eu le projet de reconstruire un quartier d'une ville. Et voilà.
Et Delivering Happiness, est-ce que c'est pas exactement le même travers qu'un prêcheur qui devient, par exemple, qui abuse des petits-enfants? C'est-à-dire, quand on dit qu'on va construire le bonheur, eh ben, on arrive assez vite dans des choses un peu compliquées. Je pense que Delivering Happiness, c'est un modèle qui marche bien dans une boîte comme Zappos, qui est une boîte dans laquelle vous avez beaucoup de jeunes et beaucoup d'emplois peu qualifiés. Et donc, avoir un truc un peu générique qui fait que c'est un peu la bande de copains et qu'on s'amuse ensemble, c'est assez fédérateur finalement. Dans un truc un peu plus complexe qui est une ville, qui fait qu'on gère de l'hétérogénéité et pas de l'homogénéité, c'est super difficile d'avoir un message comme ça, finalement très creux, finalement très plat et finalement indéfinissable, parce que Delivering Happiness, bon voilà, oui, on a tous envie d'être heureux, quoi, mais là encore, je pense qu'il y a aussi une question de substance derrière, et bon voilà, donc je crois que c'est un message qui peut être un bon message d'entreprise quand on est une entreprise cohérente, homogène, qui ne peut pas être un message fédérateur pour... En gros, ce n'est pas un projet social. Et alors, quand, par exemple, Pierre Kosciusko-Morizet dit à Le Web, où vous étiez aussi, ben moi je cherche un projet qui va changer la vie des gens, vous en pensez quoi? Ben, il dit même plus, il dit qu'il veut changer le monde. Je pense que c'est une connerie. Et je pense que je me méfierais beaucoup de ce gars-là dans les années à venir, parce que je ne pense pas que ce soit au rôle des entrepreneurs de vouloir changer le monde. Mais c'est très américain, les Américains, ils passent leur temps à dire ça. Les Américains passent leur temps à dire ça, mais en n'ayant pas une vision de changer le monde, en ayant un projet politique. Je veux dire, quand Steve Jobs dit qu'il veut changer le monde, il veut changer la façon dont les gens consomment de la musique, dont les gens créent, il veut leur donner les outils pour le faire, il veut les aider dans leurs outils de productivité pour le faire. Super. Je ne pense pas qu'un Uber soit en train de changer le monde. Je ne pense pas qu'un Airbnb soit en train de changer le monde. Ils sont en train de changer la façon dont les gens interagissent autour d'autre chose. Et je trouve que c'est très... Enfin, pour moi, ça a toujours été un discours très dangereux. C'est un discours de VC qui veulent habiller le fait qu'ils vont investir dans une boîte parce qu'elle a un projet global qui peut marcher dans le monde entier, en disant, pour se donner bonne conscience, ils sont en train de changer le monde. C'est juste du pipeau. Alors, si Pierre cherche un projet global, mondial, de grande ampleur, d'envergure, chapeau, génial, faut y aller, la France en a besoin. En revanche, s'il cherche un projet avec un projet social derrière, je pense qu'on se trompe de registre. Merci beaucoup. Merci. Good boy, Leo. Bloop.